Alors qu'il assistait à une conférence dans le cadre des assises du journalisme à Tours, l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot a dû quitter l'assistance en raison d'un mouvement féministe à son encontre. La raison, le 11 juillet 2008, une femme a porté plainte pour viol contre le militant écologiste. Une plainte qui accusait l'homme d'avoir eu recours à une relation sexuelle sous la contrainte, 11 ans plus tôt, en 1997. Pourtant, si Nicolas Hulot avait tout de suite été entendu dès 2008, la plainte avait finalement été classée sans suite. À cette époque, personne n'avait parlé de cette affaire dans la presse. Il aura fallu attendre 2018 et que l'homme soit ministre de l'écologie pour que l'affaire éclate au grand jour, sans que les médias n'en parlent vraiment. Une plainte pour dénoncer un fait de viol. Lors de cette conférence mouvementée mercredi dernier, l'ancien ministre a tout de suite tenu à s'adresser aux féministes en colère avant de quitter la salle. Je vous remercie de vous transformer devant cette salle en procureur. La justice a parlé. Un happening qui met en lumière le manque de médiatisation autour de cette affaire de viol présumé. Alors, accusé de viol, comprenez-vous que Nicolas Hulot ait été pris à partie ? Merci à Jean-Michel Apathy d'être avec nous. Bonsoir. Publié Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat, burn-out, démission, trahison, panique, le voile se déchire sur le quinquennat. Vous allez nous raconter ça dans un instant et vous évoquez bien sûr l'affaire Nicolas Hulot. C'est une affaire de fou, je vous le dis. Merci de venir nous éclairer ce soir. Hier, il s'est passé voilà, qu'un groupe a interrompu l'ancien ministre de l'écologie avec des pancartes mentionnant ses accusations de viol. Ça a fait énormément parler. Regardez. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je vois qu'il y a des gens, c'était prévu, hein, vous inquiétez pas, vous étiez... Mesdames, je suis désolé, je vais très vite essayer de faire en sorte qu'on revienne au sujet du jour. Vous avez des personnes ici, voilà, qui viennent porter, je ne sais pas si c'est des insinuations ou des accusations. Alors, immédiatement, Nicolas Hulot a tenu à réagir et à répondre en expliquant que la justice était passée. Regardez. Vous venez perturber cette manifestation pour faire référence à une affaire pour laquelle j'ai été entendu il y a 25 ans par un procureur, dont je vais faire ce que vous auriez dû faire si le sentiment de honte ne vous était pas épargné, simplement vous lire ce que le procureur de l'époque a bien voulu dire. On les fait dénoncer en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis. Ça a été jugé par la justice. Je vous remercie de vous transformer devant cette salle en procureur. La justice a parlé. Alors, il a ensuite de nouveau été interrompu avant de décider de partir. Regarde. Je suis désolé de ce spectacle. On parle de responsabilité journalistique. On est ici parce que... Je vais présenter mes excuses à la salle. Je suis un être humain. Je ne suis pas dans la disposition d'esprit ce soir d'aborder ce sujet qui est le sujet le plus important du siècle. Mais je ne resterai pas dans cette soirée parce que le climat ne s'y prête pas en ce qui me concerne. J'avais effectivement beaucoup de choses à dire, mais je sais que vos expériences et vos regards combleront largement mon départ. Mille pardons. Voilà, donc ça, c'était hier, ça a fait énormément parler. Déjà, avant qu'on ait les explications de Jean-Michel, est-ce que vous comprenez ce genre voilà, d'intervention ici autour de la table, Valérie? Là, ce qui était pointé du doigt, c'était le fait qu'il participait à une table ronde qui parlait de la responsabilité de la presse, là en l'occurrence sur le climat, et que par ailleurs, on estimait que la presse avait mis un couvercle sur cette affaire. Donc c'était ce paradoxe-là qui était pointé du doigt par ces femmes-là. Donc c'est pour ça qu'elles sont intervenues et qu'elles sont venues dire qu'il n'avait pas sa place sur cette table ronde-là précisément. Alors, Jean-Michel Apathy est avec nous dans un livre paru le 8 septembre. Le journaliste politique revient sur la plainte pour viol contre Nicolas Hulot déposée en 2008. Pour lui, la lumière n'a pas été complètement faite sur cette affaire. C'est dans un livre, et voilà, il dit tout dans ce livre. Et notamment, c'est en 97 que les faits auraient eu lieu, selon l'accusatrice Pascale Mitterrand, la petite fille de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé selon Pascale Mitterrand, Jean-Michel? Si on entre dans le récit par là, elle est photographe stagiaire chez SIPA. Elle vient de terminer, elle a passé un bac professionnel dans les Pyrénées-Atlantiques pour faire du photoreportage. Et le patron de SIPA, Gökçin Sipayoglu, lui dit « Nicolas Hulot vient d'acheter une villa en Corse. Il confie l'exclusivité du reportage. C'est une énorme vedette à cette époque. Oui, je me rappelle. L'exclusivité du reportage à SIPA, il a travaillé avant à SIPA. Il connaît très bien Sipayoglu, il connaît très bien ce monde-là, Nicolas Hulot. Et il veut que ce soit toi qui ailles faire le reportage. Et elle répond à SIPA. Alors,
Cette partie du récit, c'est une histoire compliquée, cette partie du récit, je l'ai reconstituée moi. Bien sûr, oui, oui. Elle explique au patron de SIPA qu'elle ne se sent pas capable de faire ce reportage seule, d'affronter... elle n'imagine pas que ça soit conflictuel, mais d'affronter une personnalité comme Nicolas Hulot. Il a 42 ans, elle en a 19, et elle est tout à fait heureuse qu'on lui propose d'aller faire ce reportage, mais elle veut y aller avec un journaliste qui a déjà de l'expérience, un photographe qui a de l'expérience. Et le patron de SIPA accepte cela. D'accord. Et lui dit, d'accord, je comprends, écoute, tu iras, vous irez à deux faire ce reportage. Et puis la veille du départ, SIPA lui dit, tu vas y aller seul finalement. On compte sur toi, tu as du talent. Elle n'a rien fait jusque-là, hein, comme personne n'a vu son travail photographique, elle n'en a pas fait. On compte sur toi, tu as du talent, on a confiance en toi, tu y vas toute seule. Et elle y va, c'est une situation curieuse. Quand elle revient, qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, il y a 2 personnes qui savent ce qui s'est passé, pas 3. Elle revient, elle donne les pellicules, c'était comme ça à l'époque, à SIPA, et elle lui dit, je ne travaillerai plus avec vous. Je m'en vais, je disparais, j'avais envie de faire du photojournalisme, eh bien je ferai autre chose. Et elle disparaît. Et on n'entend plus parler d'elle. 11 ans plus tard, elle éprouve le besoin, 11 juillet 2008, ça c'était en juin 1997, elle éprouve le besoin de franchir la porte d'une gendarmerie pour raconter à des gendarmes ce qui s'est passé, selon elle, en Corse, dans cette villa avec Nicolas Hulot. Ce sont les gendarmes qui, sur le procès verbal, mettent le mot de viol sur la feuille. Elle raconte seulement, et eux... Elle raconte, et on peut imaginer qu'elle est douloureuse. Bien sûr. Pour faire cette démarche 11 ans après, et ce sont les gendarmes qui, dans cette... On dit que, c'est sans doute vrai, hein, les femmes le disent, hein, que les fonctionnaires de police ou les gendarmes ne sont pas formés pour recueillir des plaintes de cette nature. Visiblement, cela l'était. Ou en tout cas, ils ont eu la psychologie suffisante pour l'écouter. Et le but que poursuivait cette femme était que Nicolas Hulot, elle le dit comme ça dans le papier de l'Hebdo, comprenne le mal qu'il lui avait fait. C'est ça. Nicolas Hulot est informé de cette plainte. Fin août 2008, de sa propre initiative, il franchit la porte de la gendarmerie, je pense, de Saint-Malo, pour donner sa version des faits. Oui, il y a eu une relation sexuelle, mais elle était consentante. Et le procureur de Morlaix, ensuite, en octobre 2008, les faits sont prescrits. Au bout de 10 ans, la justice n'enquête pas. Le procureur de Morlaix, très étonnamment, écrit que, de toute évidence, les faits ne sont pas établis. C'est curieux parce que la justice ne fonctionne pas puisque les faits sont prescrits. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de confrontation. Et il écrit un truc qui aujourd'hui sert à l'avocate de Nicolas Hulot qui fait le tour des rédactions pour dire les faits ne sont pas établis. Enfin, il marque ça sur une feuille, mais personne n'a enquêté puisqu'il y avait prescription. La justice ne peut pas dire les faits ne sont pas établis et les faits sont prescrits. Elle doit choisir sa voie. Les faits étaient prescrits, donc personne ne sait ce qui est établi et ce qui ne l'est pas. Nous ne connaissons rien. Donc il n'y a jamais eu de réelle enquête. Non, personne n'a enquêté. C'est ça, il n'y a jamais eu d'enquête sur cette affaire. Donc Nicolas Hulot est venu donner sa version, et puis terminé, chacun est reparti. La photographe a donné sa version, Nicolas Hulot a donné sa version, et la justice a dit c'est prescrit, circulé, il n'y a plus rien à voir. Et nous avons connaissance de la plainte en février 2018. Exactement, donc encore 10 ans après. C'est incroyable, parce que c'est une histoire de fou, parce qu'il y a 10 ans qui se passent entre les faits et la plainte, et 10 ans qui se passent encore entre... la plainte et quand l'affaire est devenue publique, on s'en rappelle tous. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais dans ma loge et on m'a dit, tu vas voir, pour Hulot, il va y avoir un truc gros qui va sortir. Comment la société fonctionne à partir de là? Fou. Quand nous connaissons cela. Le papier d'Hebdo sort le 9 février 2018. Hebdo, c'est un hebdomadaire qui a disparu aujourd'hui. 9 février 2018 et qui nous apprend dans un papier... Il y a une plainte contre Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, en 2018, est l'un des principaux ministres d'Emmanuel Macron. On s'en rappelle très bien. C'est pas rien, quand même. Bien sûr. Nicolas Hulot intervient chez Jean-Jacques Bourdin, BFM RMC, la veille. Ah, la veille, ça, oui. Formidable coup de communication. Nicolas Hulot... On l'a, l'extrait. Vous voulez le revoir? Je termine juste. Allez-y. Avant de rentrer dans le studio de Jean-Jacques Bourdin, Nicolas Hulot a préparé son intervention avec un spécialiste de communication de crise. Il n'y a pas été sans munitions. Jean-Jacques Bourdin n'a pas lu le papier. Ça se sent à ces questions. Je vais préciser ça après, peut-être qu'on peut l'écouter. Allez-y, regardez, on a un petit extrait. Oui, on parle de faits qui ont 21 ans et sur une plainte qui a été déposée en 2008. Cette plainte a été
classée sans suite, parce que non seulement l'affaire a été prescrite, mais ça ne suffit pas, mais parce que l'enquête, j'ai été auditionné par les gendarmes à ma demande. J'y suis allé. Vous avez tout été seul. confronté à cette jeune femme? Non, je n'ai pas été confronté. J'ai été auditionné. Et les enquêteurs à l'époque, très rapidement, ont considéré qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de poursuivre cette Donc la affaire-là. plainte a été classée sans suite. Elle a été classée sans suite. Et prescrite. Les enquêteurs n'ont rien estimé puisque c'était prescrit. C'est ça. Les enquêteurs Il n'y disent, a pas eu vraiment d'enquête. il n'y a pas eu d'enquête. C'est ça, donc c'est ce La qu'on- machine judiciaire est bloquée puisqu'il y a prescription. Jean-Jacques Bourdin pose plusieurs types de questions. Ouais. Vous souffrez? Ça vous fait mal? Vous allez démissionner? Et évidemment, Nicolas Hulot, oui, il souffre, ça lui fait mal. C'est sans doute vrai d'ailleurs. Je vais démissionner, non. Enfin, l'interview est braquée sur Nicolas Hulot. Ouais. Et cette communication-là aboutit à un résultat incroyable. Il entre dans le studio en étant accusé de viol et il en ressort comme victime. Que fait Emmanuel Macron tout de suite derrière? Emmanuel Macron fait dire par son porte-parole qu'il accueille cette information. Un de ses ministres est accusé de viol avec une sérénité de marbre. Moi, ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible. Personne n'a relevé ça. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pris ça comme un coup de poing. Comment voulez-vous lutter? Comment voulez-vous encourager les femmes à parler quand elles se disent victimes de la violence des hommes si au sommet de l'État, une accusation de viol? Moi, je suis de marbre. C'est incroyable. Alors, est-ce que Que c'est fait Marlène Schiappa? Marlène Schiappa, 3 jours après, signe un texte dans le journal du dimanche. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour Marlène Schiappa parce que c'est une femme courageuse qui s'est beaucoup engagée dans les violences faites aux c'est femmes. vrai. Marlène Schiappa, le dimanche 11 février 2018, signe un papier dans le journal du dimanche où elle écrit « Nicolas Hulot est un type bien ». Sous-entendu, la femme qui porte plainte contre lui n'est pas une femme bien. Ce jour-là, hélas, je le regrette, Marlène Schiappa a déserté de son combat. Et à partir de là, la presse, elle s'en fout. Elle passe à autre chose. Une accusation de viol, oui, bon. Il y a des choses plus importantes. Jean-Michel, il y a encore, vous allez voir, c'est incroyable ce que va nous raconter Jean-Michel qui a énormément enquêté. Est-ce que c'est une affaire qui se savait dans certains milieux? Ah, moi, non. longtemps Vous, non? Non. Non. Parce que quand l'affaire devient publique il y a 3 ans, vous dites que les journalistes ont manqué de curiosité. Bah, Qu'est-ce que vous voulez évidemment. dire par là? Ils ont Ce que pas- vous dites dans le livre. Moi, je me suis dit tout de suite que ce qu'il fallait restituer, mais je ne savais pas dans quel cadre je le ferais, si un jour je le ferais d'ailleurs. Parce que j'ai raccroché ça au livre, mais bon, voilà, je me suis tout de suite dit que personne ne saurait jamais ce qui s'est passé entre les deux. Pascal Mitterrand ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle vous a jamais raconté les faits, ce qui s'est vraiment passé. Pascal Mitterrand ne parle pas. Ouais. OK? La victime. Elle parle pas. Oui. Moi, je me suis toujours dit que ce qu'il fallait essayer de raconter, c'est comment un homme de 42 ans et comment une femme de 19 ans se rencontrent. J'ai travaillé là-dessus. Donc, j'ai essayé de restituer l'environnement de SIPA en 97. Et je suis tombé assez vite, d'ailleurs, sur un témoignage compliqué qu'une autre journaliste a récupéré, une biographe de Nicolas Hulot, qui a récupéré le témoignage du patron de SIPA, Gökçin Sipayoglu. C'est ce que vous... On entend Gökçin Sipayoglu. Il dit quoi? Il dit Nicolas Hulot, il a voulu 7 photographes. Elle n'avait pas de travail personnel, mais il a voulu elle. Et je lui ai dit, elle viendra accompagner. Non, elle viendra seule. Nicolas Hulot a insisté pour ça. Donc, je le raconte dans le livre. Je sais, le témoignage de Gökçin Sipayoglu, on entend Gökçin Sipayoglu. Je l'ai. Il est là. Le patron de SIPA, oui. Le patron de SIPA, il est là, le témoignage. La voix de SIPA, il est là. C'est une journaliste, Bérangère Bonte, qui l'a récupérée, qui a été avant biographe de Nicolas Hulot, qui a compris après coup, parce que quand elle a interrogé SIPA, elle ne connaissait pas la plainte pour viol. SIPA, tout seul, raconte cette histoire à Bérangère Bonte, je ne sais pas si des gens suivent. Visiblement, SIPA est culpabilisé, parce que quand cette jeune fille revient et qu'elle donne les pellicules et qu'elle lui dit « vous ne me reverrez plus jamais », il comprend bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc, culpabilisé, il raconte ça à la biographe. En 2009, elle passe à côté du témoignage. Et quand, en 2018, elle connaît la plainte, bravo pour ceux qui suivent, elle se dit « Putain, SIPA m'a donné les clés ». Et donc, elle fait état du témoignage de Sipayoglu devant une assemblée un peu particulière. Mais après, elle n'utilise plus ce témoignage. Moi, j'ai ce témoignage. Et quand on recompose le puzzle, on voit que cette jeune fille n'est pas arrivée par hasard chez Nicolas Hulot, qu'elle en est ressortie douloureuse, souffrante et blessée au point de déposer plainte 11 mois après. Et dernier élément du puzzle, Mazarine Pinjot a écrit un livre qu'elle publie en septembre 2019, La fille de François Mitterrand, donc la tante
de Pascal Mitterrand. Elle publie un récit où elle raconte comment une photographe s'est faite violer par un prix Nobel. Et elle assure, elle jure, elle préférera se faire découper en rondelles que ça, c'est un roman. Son inspiration est romanesque, ça n'est pas la réalité. C'est fou. Ben voilà. Et vous avez toute l'histoire. Et moi, ce que je pense, c'est que Nicolas Hulot doit répondre à des questions aujourd'hui. Des questions sans doute plus exigeantes que celles auxquelles il a eu à faire face avec Jean-Jacques Bourdin, parce qu'une fois qu'il est Alors passé justement, vous dites que chez cette Bourdin, interview... après c'est fini, il ne répond plus. Vous dites que l'interview de Jean-Jacques Bourdin est honteuse. Elle est j'ai dit honteux. Oui, c'est ce que vous dites. J'ai écrit honteux. Oui. Non, je ne crois pas que j'ai Pas écrit honteux, mais voilà, vous dites, Oui, je vais vous dire ce que vous dites. Je pense que c'est une interview qui n'a rendu service à personne. Oui. Elle a mis l'affaire sur des mauvais rails. La complaisance de l'interview est un problème. Si on veut réfléchir aux violences que les femmes subissent, et à la pointe extrême de ces violences, il y a les féminicides. Tout est lié. Il y a des femmes qui pensent que le corps des femmes leur appartient. Il y a des hommes qui pensent que leur désir est plus fort que tout. Et que le consentement soit là ou pas, ça n'est pas un problème. C'est un problème pour toute la société, cela. Oui. Si l'on veut réfléchir à cela et évoluer sur ces questions, il faut que dans des histoires comme ça, nous posions les bonnes questions. La scène qu'on a vue à Tours, moi, elle me fait souffrir. Oui. Nicolas Hulot souffre. Tout le monde souffre. Et évidemment, la personne qui a porté plainte est aussi en souffrance. La manière dont la presse, dans cette histoire, se détourne des souffrances, ça, c'est une honte. Alors, moi, depuis un mois avant la sortie, il y a un mois qu'il est sorti, j'essaie d'alerter toutes les rédactions là-dessus, des personnalités politiques, des femmes qui mènent ce combat. Mais les femmes qui mènent ce combat, elles sont isolées, solitaires, c'est très difficile pour elles. Eh bien, je ne peux pas dire que le retour soit à la hauteur. Quelques journaux s'y sont intéressés. Voici, l'Opinion et Reporter. Et bravo à eux. Et LCI m'a aussi permis de parler, où je travaille, mais David Pujadas m'a aussi permis de parler de ça sur son plateau quand j'ai présenté le livre, mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas en parler. Mathieu. N'importe quelle star rentre dans un commissariat pour déposer plainte, la plainte est en entier dans Voici, Closer, ce que vous voulez, 24 heures après. Comment expliquer que cette plainte soit restée totalement anonyme pendant 10 ans secrète? Ça veut dire que forcément, quelqu'un a fait en sorte que ça reste secret. Non, la vie, vous savez... la vie, moi, j'observe la vie politique depuis longtemps. On pense que tout est calculé, tout est stratégique. C'est le bordel, le hasard, l'amateurisme. Contre un animateur star, ça ne sort pas dans la presse. Je pense qu'en tout cas, chercher si quelqu'un a fait pression, c'est une fausse piste qui nous détournerait de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut regarder aujourd'hui la question des violences faites aux femmes sérieusement. Géraldine. J'entends votre combat et je le trouve totalement légitime. Non, c'est pas un combat. Non, mais si, vous avez quand même une parole forte. Non, c'est pas un combat, c'est une nécessité pour tout le monde. Oui, mais sauf que, M. Apathy, quand les médias, justement, parlent de ces histoires de viol, d'harcèlement, d'agression sexuelle, on parle d'une justice et on s'insurge parce qu'on dit qu'on bafoue la justice et qu'on est dans une justice médiatique. Donc aujourd'hui, le problème, en vrai de vrai, c'est le problème de la prescription. La honte absolue, c'est que cette fille, éventuellement cette présumée victime, ait été violée en 97 et qu'en 2008, elle pose une plainte, on lui dit « Ah non, non, non ». Là, c'est trop tard, mademoiselle. Oui, alors que si vous étiez venu il y a un an, on aurait pu enquêter. C'est ça le problème. Oui, alors c'est pas le problème des médias et des journalistes. La justice aurait enquêté, effectivement, si la plainte était venue plus tôt. Ah oui, c'est ça. Mais la presse n'a pas de problème pour parler de l'affaire de Camille Kouchner. Il y a prescription des faits. Vanessa Springora, il y a prescription des faits. Flavie Flament, il y a prescription des faits. Parfois, la presse a du courage. Le Parisien, récemment, a publié toute une page avec le témoignage de 5 mannequins de l'agence Élite qui toutes racontent les faits prescrits pour dénoncer le patron de l'agence Élite. Mais la victime ne veut pas parler, là. La presse, c'est ça le problème. La victime ne veut pas parler. Mais ce n'est pas un problème. La victime ne veut pas parler. Vous comparez, ce que je veux dire, c'est que vous comparez avec des histoires où les victimes parlent. La victime ne veut pas parler. Pour la presse, ça n'est pas un problème, c'est un obstacle. Si la presse est un peu volontaire, elle peut surmonter l'obstacle. Je vous dis juste que comme vous le compariez à d'autres histoires, c'est des histoires où les victimes ont décidé de prendre la parole. Non, je cautionne pas. La presse a des obstacles, il faut bien savoir ouvrir des portes, enfin. Ça ne me paraît pas... Jean-Michel, pourquoi avoir choisi aujourd'hui, dans votre livre, d'évoquer cette affaire? Je raconte les coulisses du quinquennat. Ça me semble un moment important du quinquennat. D'accord. Ça me semble un moment important pour 2 raisons. D'abord parce que c'est la première fois qu'un ministre est accusé de viol, comme ça. Et je vous le dis comme je l'ai pensé à l'époque, le président de la République a une réaction sur laquelle il devrait revenir, je ne sais pas pour s'en excuser, mais bon, je ne sais pas qui conseille Emmanuel Macron, peut-être pas s'en excuser, mais dire, bon voilà, là j'ai quand même pas bien réagi. Non, il faut dire Paris Match. Mais justement, Bernard, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, moi je trouve ces histoires terribles. Évidemment, on est pour le combat des femmes. Moi-même, je milite beaucoup pour ça.
c'est toujours très emmerdant, ces histoires très embarrassantes. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est ça qui est terrible. Ça peut détruire un homme si c'est faux. Si c'est vrai, c'est scandaleux évidemment qu'il soit libre. C'est horrible cette histoire. Mais c'est pour ça que la presse toujours vous empêche à 10 ans. C'est horrible. Vous condamnez quelqu'un déjà. Là, il est déjà condamné avec tout ce que vous faites. Je le condamne. Là, il est condamné. Regardez hier ce qui s'est passé. Médiatiquement, oui, en sortant. Mais attendez, c'est pas... La plainte, elle a existé ou pas? Oui, d'accord, mais... Non, mais d'accord. Le témoignage de Sipayoglu, il existe ou pas? Je ne peux pas accepter l'idée que moi, je le condamne. Oui, mais il n'a pas Parce été que si condamné. moi je le condamne, ça veut dire qu'on n'en parle pas. Ça veut dire, il y a une plainte pour viol, ben non, on n'en parle pas, parce qu'en parler, c'est le condamner. Je récuse complètement ce type de raisonnement. Je récuse complètement. C'est important ce que dit Bernard. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire, je vous dis Jean-Michel, ils vont dire, ah bah oui, en pointant du doigt cette affaire, Jean-Michel, mine de rien, eh bien, je récuse complètement cela. Je ne dis pas que quelqu'un est coupable. Je dis qu'il y a une femme en souffrance. Voilà des faits. Qu'elle a suffisamment de souffrance pour 11 ans après déposer plainte. Et si à cette femme, la seule chose qu'on est capable de lui dire, merde parce que c'est la prescription, merde parce que si on en parle, on accuse quelqu'un, eh bien, on n'est pas digne de vivre en société. Voilà. Jean-Michel, on a l'impression que il y a le combat, mais que vous voulez démontrer quelque chose, une protection Bah oui, non, pas du tout. Si on va au bout, vous avez le sentiment qu'on a protégé délibérément Nicolas Hulot, qui a eu un soutien. Bah si, allons au bout. Allons au bout, je pense que c'est un problème de culture. Je voudrais juste. Mais Darmanin, on en a parlé. Darmanin, on en parle. Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. C'est un problème de culture. Et bon, on en a parlé. La culture masculine reste dominante. Le Parisien, il y a 10 jours, 15 jours, lundi dernier, pas le lundi là, signale à ses lecteurs que c'est l'anniversaire de Patrick Poivre d'Arvor, qui a 74 ans. Il ne s'est rien passé entre les 74 ans de Patrick Poivre d'Arvor et les 73 ans de Patrick Poivre d'Arvor. On en a parlé largement. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il faut d'absence de sensibilité à ces problèmes-là pour signaler lundi dernier l'anniversaire de Patrick Poivre d'Arvor? Est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Jean-Michel, alors là, vous êtes contre les journalistes, contre votre confrérie, contre la justice. C'est pas une confrérie. On ne peut pas noter la défaillance des journalistes dans ces histoires. Et vous voudriez quoi? Moi, ce que je voudrais... Alors, vous avez raison, j'ai un but. Vous avez raison. Je pense que Nicolas Hulot doit accepter, parce que le témoignage de Sipayoglu apporte un éclairage différent sur cette histoire, il doit accepter de répondre à des questions. La question de qui? De la justice? Des questions des journalistes. Vous vous substituez à la justice, je suis désolée. Les questions, elles sont dans mon livre. Moi, je n'ai pas envie de faire l'interview, je m'en fous. Mais les questions, elles sont dans mon livre. Elles sont dans mon livre. On n'est pas contre vous, Jean-Michel, mais là, vous faites le procureur. Oui. Non, mais Jean-Michel, je ne suis pas contre vous, vous savez. Mais vous faites le procureur. Je raconte une histoire. Oui. Il y avait des éléments d'un puzzle qui étaient là. Il y avait la plainte, il y avait la réaction des autorités et de la presse. Et votre théorie, le témoignage de Sipayoglu et le livre de Mazarine Mitterrand. Il est mort, Sipa. Il est mort, Sipa, en 2013. Oui, il est mort. Mais on l'entend dans le reportage. Il a été interrogé en 2009 par Bérangère Bonte. Eh bien, moi, je recompose le puzzle. Et je pense que le puzzle pose des questions. Et je dis, il faut essayer de répondre à ces questions. Voilà. Guillaume Janton. Jean-Michel Apathy, est-ce que c'est le rôle des médias aujourd'hui d'accabler et de juger un homme à la place de la justice? Est-ce qu'en sortant ces informations, vous n'avez pas l'impression de participer à un tribunal médiatique où aujourd'hui des journalistes, des médias, les réseaux sociaux jugent les affaires à la place des tribunaux? Non, pas du tout. Je ne juge pas l'affaire. Est-ce que vous pensez à Nicolas Hulot quand vous sortez ça? Je ne dis pas que quelqu'un est coupable. Vous l'avez rencontré, Nicolas Hulot? J'ai eu 2 contacts avec lui pendant l'enquête. Mais il n'a pas souhaité répondre à mes questions. Et vous avez essayé de lui poser vos questions que vous posez dans le livre? Il n'a pas voulu me rencontrer, donc je n'ai pas posé de questions. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais le voir. Il m'a dit, très courtoisement d'ailleurs, j'ai toujours eu de très bons rapports avec Nicolas Hulot. Je n'ai eu que des rapports professionnels avec lui, mais toujours courtois. Il m'a dit que, de son point de vue, il avait tout dit quand il a été interrogé une fois. Donc, qu'il ne souhaitait pas y revenir. C'est son droit. Mais il va dire quoi d'autre, monsieur Apathy? Mais c'est son problème. Donc, à quoi ça sert de poser une question alors qu'on a déjà eu la réponse et que la justice a statué, en fait? Mais la justice n'a pas statué. Je voulais expliquer. Le procureur a dit, il fait dénoncer. On est bloqué pour changer la loi. C'est la façon de lutter contre la prescription, peut-être. D'accord, prescription, donc on ne parle pas de Camille Kouchner. Non, c'est pas ça. Camille Kouchner, un éditeur. Quand Camille Kouchner va voir un éditeur, si on s'en tient à la prescription, un éditeur doit dire, mais on ne peut pas.
Quand Vanessa Springora va voir un éditeur, l'éditeur doit lui dire « Mais non, madame, c'est prescrit. » Sauf que là, Duhamel a dit qu'il était coupable. Non, mais moi, ne le dit pas. Valérie Benaïm. Mais j'aimerais juste savoir, Jean-Michel, puisque vous pointez du doigt ce que vous appelez les défaillances de vos confrères, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre théorie? D'après vous, vos confrères ont passé ça sous silence parce que c'était gênant pour le pouvoir? Ah non, je ne sais pas, ça m'est égal. Vous avez forcément une théorie. Non. Je suis pas, en tout cas, d'abord, je n'ai pas trop de théorie. Je ne suis pas venu pour ça. Moi, si vous voulez, vous dites que vos confrères février 2018, j'ai trouvé que la société n'avait pas bien fonctionné. J'ai parlé du président de la République, j'ai parlé de la personne qui était à l'époque secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et donc chargée spécifiquement de ce combat. J'ai parlé de l'interview fondatrice de la négation de la souffrance d'une femme. Je pense qu'une société, c'est, me semble-t-il, ce que nous a enseigné le mouvement MeToo, octobre 2017. Cette histoire date de février 2018, on a vite oublié les leçons. Quand le mouvement MeToo se produit, on nous dit qu'il faut écouter les femmes quand elles prennent la parole dans ces circonstances-là. Parce que la prise de parole est difficile, les victimes se sentent coupables. Mais il y a des femmes qui prennent la parole. Celle-là. Mais non, parce que celle-là ne prend pas la parole, on n'est rien. Parce que la prescription est là, on n'est rien. Parce que si on dit quelque chose, on est un procureur. Mais si on met bout à bout tous les éléments que vous évoquez, nous aboutissons à une société du silence qui a quelles conséquences? Et pourquoi cette affaire vous tient tellement à cœur? Que des hommes qui font cela continueront à le faire en toute Oui, c'est vrai, bonne question d'Isabelle. Pourquoi cette affaire vous tient tellement à cœur? On a l'impression, pardonnez-moi, c'est d'ailleurs assez touchant, mais vous êtes animé. Mais cette affaire ne me tient pas à cœur. Je m'exprime avec véhémence. Mais je vous parlerai de Castex ou de Macron, je le ferai avec la même véhémence. Cette affaire ne me tient pas à cœur. Cette affaire est une affaire importante pour la société. Ce qui me fait un peu rager, c'est que beaucoup de gens se détournent de cette affaire. Alors qu'il faut la regarder. Pourquoi on s'en détournerait alors? Comment? Pourquoi on s'en mais je ne sais pas, le constat est là. Après, pourquoi? Je ne sais pas, que d'autres y répondent. Vous avez une opinion? Non, je pense que quand la victime ne prend pas la parole, c'est très compliqué, au fond, de parler à sa place. C'est ça qui est toujours... Vous compariez avec Springora, c'est la victime. Mais quand vous parlez de Camille Kouchner, déjà, c'était compliqué parce que c'était la victime ne veut pas prendre la parole. La victime ne souhaite pas. Flavie Flament, c'est la victime aussi. Le papier de Marlène Schiappa dans le JDD que j'ai évoqué pointait cela. Elle disait que les deux journalistes, Anne Jouan et Laurent Valdiguier, qui avaient révélé la plainte, étaient des gens vraiment mauvais, puisque la victime ne voulait pas que cette plainte est-ce qu'elle a réagi? Et que son nom soit connu. Mais excusez-moi. Mais c'est un autre problème. Une fois qu'il est connu malgré moi, le nom. La plainte, elle est connue malgré moi. Une fois qu'elle est connue, on fait ça. Oui, mais vous trouvez ça bien de révéler le nom, par exemple? Vous trouvez ça bien? Non. C'est pas que... Non. C'est affreux. Absolument. Elle voulait être discrète, cette fille. Je suis d'accord avec vous. C'est affreux. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne cite que exceptionnellement son nom. Je ne cite son nom que quand je parle du livre de Mazarine. Là, tout le monde la connaît. Là. Sinon, c'est une victime. Voilà. Mais moi, l'identité de cette personne, non. Elle vous a dit quoi? C'est fait. Jean-Michel, elle a réagi sur votre livre? Qui? La victime. Présumée. Victime présumée, oui. Non, il y a des questions que je ne... Il y a des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. D'accord. Donc, vous cachez des choses. Elle a réagi. Il y a des questions auxquelles je ne réponds pas. Donc vous cachez je ne veux pas parler de la victime à sa place. Je ne veux pas dire que je parle avec la victime. Je ne veux pas dire que je ne parle pas avec la victime. Moi, ce n'est pas la victime là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la société et ses réactions. Et au fond, la société, elle réagit un peu comme sur le plateau. Mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec ça? N'en parlons pas. Non, c'est pas du tout. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Oui, Benjamin, quand même. Là, Jean-Michel, c'est ce qu'ils disent. Quand on vous écoute, quand même, Michel, vous dites quand même avec l'interview de Sipa Youglou, là, Sipa Youglou, qu'en fait, son agression était préméditée. Il avait délibérément choisi cette femme pour l'amener dans sa maison, c'est très grave, pour l'amener dans sa maison en Corse, pour abuser d'elle. Je vous dis, quand on vous entend dire ça, d'abord, ça me glace le sang, et je pense que c'est une accusation extrêmement grave, et c'est le point de vue, votre point de vue, il est directement pointé sur Nicolas Hulot. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Vous dites ça parce que vous n'avez pas lu le livre. Non, mais j'ai entendu. Ce que vous me prêtez là, c'est pas moi qui le dis. Pas moi. C'est Sipa Youglou qui le dit. C'est bien pour ça que je dis que c'est un témoignage qui pose des questions. Vous pourriez supposer aussi que Mme Schiappa... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je ne dis rien. C'est Sipa Youglou qui dit ça. Vous pouvez supposer aussi que Mme Schiappa ou le président de la République sont de bonne foi et qui croient à M. Nicolas Hulot. Alors, la bonne foi, je ne sais pas. Moi, je suis président de la République. L'expression viol, ça me laisse de marbre, j'évite. Franchement, je trouve une autre formule. Franchement,
Viol et marbre, je pense que ça va pas ensemble. Il a raison. Oui, Raymond. Moi, il y a un truc sur la prescription, on est tous d'accord, c'est ça qui fout le bordel. Après, quand je vous entends dire, elle veut pas parler, elle veut pas parler, si elle est rentrée dans une gendarmerie, c'est qu'elle voulait parler. Sinon, elle ne serait jamais rentrée dans la gendarmerie pour déposer plainte. Non. Mais ça, c'est. Vous voulez que je vous dise, ça, c'est une réflexion d'homme. Moi, je n'ai pas fini, je viens juste de commencer là. Elle est rentrée dans une gendarmerie, c'est qu'elle a envie de parler, parce qu'après, je vais oublier ce que j'ai déjà oublié. T'as raison. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas que c'est pas la même chose, c'est que moi, je me mets au fait. Il dit que Sipayoulou, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il a l'enregistrement quand il dit qu'il veut cette fille-là. Et moi, ce que je trouve, alors j'accuse pas parce que faut pas envoyer un homme en prison, même s'il y a prescription, faut pas envoyer n'importe qui en prison si c'est pas vrai. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'une gamine de 19 ans qui veut se lancer dans le grand reporter photo, elle a jamais fait de reportage aucun, elle arrive là-bas en Corse, chez Nicolas Hulot, ça devrait être un kiff total. Elle va là-bas, elle revient, jette les appareils photo, elle dit allez tous vous faire foutre, je veux plus voir ça. Il y a quand même un truc bizarre et elle part ailleurs. Le degré d'écœurement, il s'est passé forcément quelque chose. Après, moi, je ne dis pas qu'il a été défendu ou quoi, je dis juste que c'est quand même pas normal que la presse n'en a pas parlé non plus. Je dis ça. Je dis que la prescription, il faut la changer. Et je dis aussi, il ne faut pas en mettre les gens en prison comme ça pour rien, sans preuve, parce que ça se trouve, Nicolas Hulot, il a absolument rien fait. Mais que la gamine pose ses appareils photo et qu'elle se barre, quand même un truc qui est chaud. J'ai beaucoup parlé, mais est-ce que je peux vous répondre sur un point? Ah, vous pouvez. Une question centrale que vous évoquez, mais je pense qu'il faut apporter une réponse plus ouverte. Pourquoi une femme qui ne veut pas que son nom apparaisse, qui ne veut pas que son histoire soit connue, malgré tout cela, 11 ans après les faits, éprouve le besoin, c'est pas une partie de plaisir, hein, de franchir la porte d'une gendarmerie. Ce qui est dommage, ça dit pas une souffrance, ça? La prescription, c'est ça qui est dommage. Et comment avons-nous été attentifs à cette souffrance? S'il vous plaît, Guillaume Janton. Comme ça. Là où la justice doit être impartiale totalement et juger toutes les affaires, moi je me pose la question de la partialité des médias. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'affaire Nicolas Hulot et pas d'une autre? Pourquoi est-ce que cette affaire ressort en 2018, pile au moment où Nicolas Hulot est ministre? Moi j'ai l'impression qu'on a un peu envie de se faire Nicolas Hulot, entre guillemets, et que certains journalistes ont envie. Pourquoi on ne parle pas d'autres affaires? Il y a plein d'affaires où il y a eu des prescriptions. Plein d'autres affaires, pas médiatisées. Si vous en connaissez pas. Pourquoi ça ressort en 2018 quand il est ministre? Je sais pas, moi. Je vais vous dire très franchement, je m'en moque. C'est sorti, voilà. Après, s'il y a d'autres affaires, s'il y a d'autres affaires, il faut en parler. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle des médias de se focaliser sur certaines affaires et pas d'autres, de mettre en avant des affaires et pas d'autres, là où la justice doit traiter toutes les affaires? Il faut parler de tout, non. Y a pas... Enfin, c'est pas un combat personnel. Moi, c'est pas un combat personnel. Il y a des répercussions personnelles. C'est une relation... Vas-y. Voilà. Éric Zemmour. Oui. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Le dernier, là. Oui. Mais personne ne relève, tout le monde s'en fout. Hein. Ce qu'il dit? Le délit d'emprise, c'est une invention des féministes. Oui, il a dit ça. Oui. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir un homme qui profite d'une situation de pouvoir, quel que soit le pouvoir qui la fonde, c'est des inventions de féministes. C'est ça aujourd'hui l'idéologie dominante. Je pense que c'est une idéologie qui cause beaucoup de dégâts. Donc c'est un combat. Jean-Michel, vous pensez que Nicolas Hulot a été protégé? Non, je ne crois pas que ce soit une idéologie dominante aujourd'hui. Le déni d'emprise, heureusement, les choses ont beaucoup progressé. Heureusement, le féminisme est là. Eh bien, un candidat à la présidence de la République crédité de 13% dans les sondages. Vous prenez un candidat qui est particulièrement clivant, etc. Quels sont les journalistes qui mettent Éric Zemmour face à ça? On va le recevoir bientôt, vous pouvez venir si vous voulez. Ah non, je ne serai pas là, non. Ah bah, très bien. Jean-Michel, merci en tout cas d'avoir été là. Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat chez Flammarion. Merci d'avoir été là, Jean-Michel, de nous avoir raconté cette affaire.